Allez, on y va. Alors, bonsoir. Donc, moi, je suis donc Éric Galam, je suis médecin généraliste. Je suis installé depuis 40 ans dans le 18e. Je suis resté au cabinet pour être avec vous ce soir et pas te déranger par autre chose que notre travail commun. Je suis professeur de médecine générale dans le département de l'Université de Paris-Cité. Et je m'intéresse beaucoup d'abord à la pratique clinique et à la communication, la relation. Après, il y a quand même petite difficulté par rapport à la communication non-violence. Je ne dirais pas que je suis violent, sûrement pas. Je suis plutôt un gentil et pas du tout un bagarreur. Mais ça ne me plaît pas, ce terme de non-violent. Je trouve que c'est un peu cucu, quoi. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai quand même accepté de faire ce travail-là. Parce que plutôt que de vous donner des recettes qui, au demeurant, peuvent être utiles, je pense que les recettes, on les applique que si on se les approprie. Donc moi, je vais essayer de vous donner quelques éléments de compréhension, je ne dirais pas théorique, mais j'ai presque envie de dire, même si c'est un peu incongru, philosophique, pour voir un peu comment vous pouvez vous poser par rapport à une communication dite non violente. Alors, dans mon titre, vous voyez que cette réticence que j'ai, non pas, j'ai aucune aspiration à la violence, mais la non-violence, ça ne me plaît pas trop, quoi. Par contre, je suis plutôt pour des choses vigoureuses et affirmées. Donc, c'est pour ça un peu que j'ai mis ce titre-là, qui n'est pas habituel. Alors, je vous ai mis le bouquin de Rosenberg, d'abord parce que je m'en suis inspiré et je trouve que c'est un bouquin intéressant. Et puis, vous savez, vous trouverez des tonnes de vidéos sur Internet qui vous expliquent ce que c'est que la CNV avec des exercices, etc. Donc ça, moi, je ne vais pas refaire ça, mais par contre, je vais vous amener, je vais vous faire un peu sentir un petit peu une maturité professionnelle, donc depuis 40 ans d'exercice, un intérêt pour la formation et la communication, la relation, et donc la formation, notamment avec nos internes de médecine générale. Voilà, donc on va avancer parce que le temps est court, mais donc juste pour que vous compreniez que je vais vous donner un goût de quelque chose et je vais vous donner quelques pistes que vous pourrez creuser, soit dans le cadre d'une formation, soit par ailleurs, et puis chacun fera selon son appétence. Alors, est-ce que déjà j'arrive à… Voilà. Alors, la communication et la violence. Donc, effectivement, donc déjà, on est dans ces deux axes qui sont très larges. Alors, c'est quoi la communication ? Il y a beaucoup de choses. D'abord, alors attendez, on a Julien qui est entré. Il y a plusieurs polarités possibles. Déjà, vous savez, on apprend avec la notion de feedback, d'émetteur-récepteur, etc. Lorsqu'on a commencé à travailler sur la communication, on parle de ça, c'est-à-dire que j'envoie un message, il est reçu, etc. Et c'est un peu ça le terme basico-basique de la communication. Transmettre un message, s'assurer qu'il est reçu, et voir qu'est-ce qui est reçu par rapport à ce que moi j'ai voulu transmettre. Souvent, moi je donne un message X et en fait c'est Y qui est donné et c'est vraiment intéressant. C'est un effort considérable lorsque je dis quelque chose, lorsque je communique quelque chose, de m'intéresser à qu'est-ce qui va être retenu par l'autre et en plus, encore plus considérable, qu'est-ce que je voudrais que l'autre retienne de ce que j'ai dit, ce que j'ai transmis. Ce n'est pas si simple. Le plus souvent, on est porté par un désir de partager quelque chose. Et partager, c'est avec plus ou moins de violence, avec plus ou moins d'objectifs. Donc, l'idée d'échanger, c'est une idée beaucoup plus riche que l'idée de transmission, même si pour échanger, il faut transmettre. Mais pour échanger, il faut en même temps que l'on transmet, recevoir. Ce n'est pas aussi simple qu'on va vous dire en disant, voilà, d'abord A entraîne B, puis B entraîne A, etc. On fait toujours simultanément les choses, même si on s'efforce de les dissocier pour mieux les comprendre. Après, il y a la question qui se pose, c'est est-ce qu'on communique consciemment ou pas ? Et lorsqu'on fait des formations, c'est partir du postulat qu'on peut travailler sa façon de communiquer et que si on la travaille, on peut aller dans tel ou tel but. Bien sûr, les buts sont variables, on va y revenir tout à l'heure, mais on ne transmet pas, on n'échange pas de la même façon selon son objectif. Lorsque, par exemple, j'interroge un patient pour lui poser des questions, eh bien, je veux des réponses à mes questions. Par contre, si je discute avec lui, si je fais plutôt qu'un interrogatoire plus ou moins policier, comme dirait Michael Balint, qui a beaucoup travaillé sur la relation médecin-patient, et qui dit, lorsqu'on pose des questions,
on obtient des réponses et rien de plus. Par contre, lorsqu'on pose des questions, on peut inciter l'autre à se poser des questions et pour le coup, ça devient intéressant. Et donc, lorsque je discute donc sur le plan professionnel avec un patient, je veux lui transmettre des informations et je veux aussi l'inciter à se poser lui-même des questions sans forcément que ça soit l'important, ça soit que moi j'ai reçu la réponse à ces questions. Alors, comment on peut faire? C'est le propos de la formation. Dans quelle mesure on peut travailler sa capacité de communication et donc de réception pour qu'elle soit performante dans le but qu'on s'est donné? Ce n'est pas si simple, parce qu'il ne suffit pas de le dire. Au fond, chasser le naturel et revient au galop. Si moi, mon but, c'est de vous convaincre, eh ben, j'aurais beau faire des efforts, mais je chercherai à vous convaincre. Si par contre, mon but, c'est aussi d'échanger avec vous, eh ben, peut-être qu'on aura quelque chose de bien. Donc, ça peut se travailler, mais au fond, il y a toujours une couche de spontanéité et travailler, c'est intégrer la spontanéité pour pouvoir la maîtriser au mieux. Donc ça, c'est l'aspect communication, on va y revenir bien sûr, puis c'est le cœur du sujet. L'aspect violence, c'est un peu excessif. Quand on parle de communication non violente, on parle plutôt de communication non agressive. En tout cas, c'est quoi la violence? C'est la force, le pouvoir physique ou psychique pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Donc, vous voyez, le terme violent est un terme violent en lui-même. Je pense qu'il n'est pas question de ça en l'occurrence, même dans la communication non violence, même si ça peut se poser. Pardon. Il n'est pas question de violence, il est question de contrainte, éventuellement de manipulation. On va y revenir. Donc déjà, on est entre ces deux pôles qui sont communiquer et le faire, entre guillemets, de manière non violente. Alors c'est vrai qu'on est dans une période où on aspire, et on a aspiré depuis quelque temps, à la fin de la violence. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Dans les années 2000, on va tous s'aimer les uns les autres, et puis il n'y aura plus de fusils, il n'y aura que des charrues, etc. Malheureusement, ce n'est plus le cas depuis un bon moment parce qu'on nous a rappelé qu'il y a du terrorisme, il y a la guerre en Ukraine, c'est pas loin d'ici. On a une insécurité qui est plus ou moins ressentie par les uns ou par les autres et plus ou moins présente selon où on vit. Et puis, il y a les violences du quotidien, les violences domestiques, les violences ordinaires ou sournoises. Il y a aussi les violences sociales. On est à l'ère du burn-out, qui est une forme de violence différente de celle du harcèlement, qui pour le coup est une violence. Le harcèlement au niveau du travail, c'est exercer une violence pour déstabiliser quelqu'un. Et puis la précarité, c'est un peu une violence. Et dans cette dynamique de s'efforcer de la fin de la violence, alors qu'on s'intéressait beaucoup à la criminologie, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être criminel, donc quelque chose qui est de l'ordre de la violence poussée à l'extrême. Maintenant, on met un peu en valeur la victimologie, c'est-à-dire être victime, c'est quelque chose de plutôt, je dirais pas sympa, mais c'est valorisant. Et donc, on oscille entre ces pôles de comprendre la personne violente, entre guillemets, et comprendre la façon dont la violence est vécue par celui qui l'a subie et éventuellement les bénéfices secondaires qu'elle peut en retirer. L'idée de la communication non-violence, c'est d'essayer d'évacuer ces données-là. Ça, c'est un premier pôle sur la thématique de la non-violence et de la communication. Il y a un deuxième pôle qui est très, très à la mode, au moins autant, voire plus que la fin de la violence, c'est la communication, c'est la mode, la com. Vous trouverez, de la même façon que vous trouverez des dizaines de vidéos sur Internet, sur la CNV, vous trouverez des dizaines de vidéos et de livres de développement personnel. Il y en a plein. Il y a des approches X, Y, Z, W, etc. Et avec des développements, et chacun son approche avec un postulat théorique qui est souvent légitime, plus ou moins légitime, en tout cas qui tient la route avec quelque chose un argumentaire qui dit bah, il y a ça, donc il y a ça, et finalement voilà ce qu'il faut faire. Donc développement personnel, c'est la mode, psychothérapie aussi, mais rappelez-vous aussi que la communication, c'est aussi une affaire de marketing, c'est une affaire de publicité, comme on disait à l'époque, voire de manipulation, c'est-à-dire je communique dans l'objectif de vous passer un message pour vous vendre quelque chose ou vous influencer, etc. En l'occurrence, moi, je vais me centrer sur une relation professionnelle avec une aspiration à l'aide, aider quelqu'un dans un objectif que j'estime être légitime, mais donc ça pose toute la question de jusqu'où je peux aider quelqu'un s'il n'est pas d'accord et quel est son objectif. C'est peut-être pas si simple. Et puis,
dans toutes ces approches donc, de mode de communication, eh ben, on veut vous sensibiliser, on vous propose des tonnes d'exercices qui sont encore une fois souvent très intéressants et on croit qu'il suffit d'acheter le bouquin et c'est bon. Et donc, on fait des efforts, on va s'entraîner, on va s'entraîner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais sachez que c'est relatif et qu'au fond, les exercices, ça se fait d'autant plus facilement qu'on a compris le principe. C'est ce que je vais essayer de vous développer. Il y a donc un continuum entre, toujours globalement, entre, vous voyez, on a parlé de violence, mais vécu par moi-même, si moi je vis, alors c'est toujours réciproque, ce n'est pas symétrique, mais réciproque. Si j'exerce une violence, je peux aussi ressentir une violence, donc si j'exerce une irritation, de la culpabilité, de la frustration, de la séduction. Alors, en l'autre sens, ça peut être séduction, manipulation, contrainte, et puis, au bout, l'aide et l'harmonie, etc. Et donc, il y a tout un continuum entre ces différents registres, un continuum aussi entre la violence, l'agressivité, les conflits, les désaccords, qui sont quelque chose qui relève plus ou moins de la violence. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord et pour ne pas être violent? Autre élément, c'est que la communication non violente ou pas, elle s'inscrit toujours dans un contexte. Ce n'est pas juste A, B, C, D et c'est fini. A, B, qu'est-ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce qu'il y a eu après, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés, quelles sont les ressources. Et en l'occurrence, ici, il s'agit de travailler notre communication professionnelle, mais de notre travail sur notre personne de soignant va dépendre aussi de notre communication professionnelle. Donc, il y a aussi un continuum entre le professionnel et le personnel. Si on travaille le personnel, on est dans la psychothérapie. Si on travaille le professionnel, on est dans la formation à la relation professionnelle, qu'on appelle en médecine générale la FRT, formation en relation, donc relation, communication et formation à la relation thérapeutique. Et donc, tout ça, ça nous oblige à travailler sur nous-mêmes. C'est un peu ce qu'on va faire après. Alors, je m'excuse de monopoliser la parole, mais vu que le temps est compté, je vais parler, dérouler le truc, et puis peut-être qu'après, on aura un peu de temps pour poser des questions. Si vous en avez, vous pouvez les mettre sur le chat, et Vanessa va les colliger, puis peut-être qu'elle posera des questions après. Si on a beaucoup, Vanessa, vous pouvez m'interrompre au milieu. Mais là, pour l'instant, je vais continuer. Avec plaisir. Allez, on continue. Alors, justement, le chat. Moi, j'ai du mal à être tout seul dans mon coin devant mon écran. Donc, ce que je voudrais, après, à partir de ce que j'ai dit, c'est vous proposer très rapidement. Alors, vous prenez une minute pour réfléchir. Et vous écrivez sur le chat une phrase, pas plus qu'une phrase ou deux, d'une situation qui pourrait être travaillée ou enrichie ou modifiée par cette notion de communication non violente. En gros, la question que je vous pose, c'est de manière agressive, c'est qu'est-ce que vous venez faire à une soirée sur la communication non violente? Qu'est-ce que vous venez y chercher? Alors peut-être que vous pouvez, je vous laisse une minute, je me tais, et vous mettez tous dans le chat, et tout le monde regarde le chat, mais après on réagira de manière plus globale. Je me tais une seconde, le temps de vous laisser écrire, et j'essaye de voir le chat aussi. Allez-y. Si ça ne vous dit pas, on ne le fait pas, mais je pense que ça peut être sympa de mettre en commun des typologies de situations. Alors, merci à Jules. Donc, ça, c'est bien. Vous voyez tout ça, je ne reprends pas. Je vous propose de faire un peu comme Jules, permettre de désamorcer les situations à risque de violence verbale. Alors, Floriane qui est d'accord avec Jules, mais peut-être, Floriane, vous pouvez nous proposer une situation. Ah bah, si tout le monde est d'accord avec Jules, c'est trop éthéré. Je voudrais bien que la soirée ne soit pas trop éthérée, quoi. Ah, très bien. Là, ça me va. Aurélie, bravo. C'est trop facile, hein? Les idem Aurélie sont récusés. Hein? Essayez de mieux comprendre l'autre pour percevoir sa sensibilité et tenter de lui apporter une bonne réponse.
Très bien, merci. Ben, déjà, on en a pas mal, hein. Allez-y, je vous propose d'en mettre encore un ou deux, on se laisse 2 minutes. D'accord. Je pense que vous voyez tout ça, ce qu'il y a écrit. Allez, un ou deux petits derniers, et puis on reprend le… Mais c'est bien, dis donc, là, on a déjà… Merci, Yoala Karima. En tout cas, on est dans des situations professionnelles, donc ça, c'est bien. Après, on aurait pu en trouver aussi des situations personnelles, hein, mais le propos, c'est quand même professionnel. Quelqu'un se lance ou on arrête? Ah, qui ne veut pas quitter la consultation magique à ses difficultés. OK, ben je vous propose de continuer, voilà. Si vous voulez, vous continuez, puis peut-être on les colligera. Hein, Vanessa, vous les prendrez. Oui, oui, on fera un petit récapitulatif de tout ça. Oui. Donc là, je vais vous dérouler des choses. Excusez-moi qu'on voyage tous. Donc déjà, premier principe de communication, et là on est dans la communication, hein, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que dès que vous êtes en présence de quelqu'un, forcément vous communiquez. Vous pouvez communiquer de manière active, efficace, agressive, positive, aidante. Vous pouvez lui tourner le dos, ne rien dire, et vous êtes obligé de communiquer. Donc, premièrement, on ne peut pas ne pas communiquer. Ça, c'est très important. Deuxièmement, il n'y a pas que les mots. Les mots sont très importants, mais plus important encore, c'est la façon de les dire, la tonalité, la musique des choses, le rythme de ce qu'on dit, et puis ce qu'on appelle les positions non verbales. Donc là, c'est des principes évidents, surtout que pour vous qui êtes des soignants, mais c'est pas mal de le rappeler. L'important n'est pas… Si je dis des gentils mots de manière agressive, c'est moins bien que de dire des méchants mots gentiment. Après, il y a l'histoire de est-ce que c'est congruent, est-ce que ce que je dis est en accord avec la façon que j'ai de le dire, le regard que je porte sur la personne en face de moi, ou pas. Si c'est discordant, le plus important, ce n'est pas les mots que je dis, mais ma posture et mon intention, plus que les mots. Parce que communiquer comporte toujours et du contenu, ce qui a été échangé, dit, échangé, transmis, et de la relation. C'est-à-dire que quand j'échange avec quelqu'un, je dis quelque chose de la façon dont on communique. Ici, la situation fait que j'échange avec vous dans l'espoir que vous écoutiez ce que j'ai à dire, mais vous n'êtes pas, pour l'instant, vous avez eu la possibilité d'écrire des situations, mais ce n'est pas une communication harmonieuse, puisque je parle tout seul. Donc, la relation, c'est moi qui parle et c'est vous qui écoutez, ce qui pose problème, sauf si on décide que c'est un temps pour ça et qu'après, c'est vous qui parlerez et c'est moi qui écouterai ou on s'écoutera les uns les autres. Communiquer, ça se crie toujours, rappelez-vous qu'il y a un cadre, un contexte et une histoire. On va revenir sur quelques éléments théoriques, mais c'est très important ces notions-là, parce que c'est vraiment des basiques de la communication en général, hein, pas que… Alors, un peu de philo. Moi, j'aime bien Rousseau. Et Rousseau, il dit, bah, l'homme, il est bon, c'est la société. Donc ça fait un peu non violent, quoi. Et puis, Martin Buber aussi, qui est un auteur pour qui j'ai beaucoup d'affection. En gros, pourquoi je vous cite ce jeu et tu, c'est qu'en fait, très vite, hein, Martin Buber, il dit quoi? Il dit, de la façon dont je me relationne avec les autres dépend qui je suis. C'est-à-dire, mon jeu dépend de si j'ai en face de moi un tu. En gros, si je vous parle comme à des ceux-là, je suis moi-même un jeu ceux-là. Si je parle comme à des égaux, à des gens qui peuvent m'apporter et qui peuvent m'échanger, alors j'ai un jeu qui est un jeu de relations. Tout ça pour dire que le premier mouvement de la communication, paradoxalement, ce n'est pas l'autre, c'est moi. Jésus avec on va tendre l'autre joue, Gandhi aussi, bon voilà, mais ça c'est des gens qui ont des carrures, on peut discuter. Et puis j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, pourquoi? Parce qu'il y a une chanson dans un disque où
il enregistre et puis on croit que c'est fini et puis ses collègues s'en vont. Et il dit dans le disque, il dit bah, ok, j'arrive. Et puis après, il chante une petite chanson comme ça, la vie c'est mieux quand on est amoureux. C'est très très joli. Pourquoi? Parce que au fond, si on peut échanger sans violence, c'est quand même beaucoup mieux que d'échanger avec la violence. Après, on reste dans quelle intention? Est-ce qu'on veut faire du bien, pas du bien? C'est quoi le bien, etc. Voilà. Mais quand même, c'est voilà. Et puis, cet élément que sûrement vous connaissez aussi, c'est ce qu'on appelle la pyramide des besoins de Maslow, qui définit quels sont les besoins indispensables et incontournables pour que quelqu'un puisse être bien dans sa peau. Le premier mouvement, c'est le besoin physiologique, c'est-à-dire que j'ai besoin de manger, de boire, d'avoir chaud, de dormir, etc. Si j'ai faim, j'ai soif et je ne dors pas, etc., alors je ne peux pas chercher à répondre à mon deuxième besoin, qui est le besoin de sécurité. Et inversement, si je ne suis pas en position de sécurité, si je suis en danger, je vais prendre des risques qui vont dépasser le besoin que j'ai d'appartenir à une collectivité. De la même façon, si j'appartiens à une collectivité, j'ai aussi besoin d'avoir un respect de moi-même et puis aussi d'avoir le sentiment de m'accomplir. L'intérêt de cette pyramide des besoins donc, de Maslow, c'est qu'elle définit une hiérarchie des besoins plus ou moins importante, avec des besoins qui sont incontournables pour passer aux besoins du dessus. Vous voyez que si je suis à l'accomplissement, c'est qu'au moins j'ai un respect de moi-même, je sais à quelle collectivité j'appartiens, je ne suis pas en danger et je ne suis pas inquiet pour ma sécurité physiologique. Donc ça, tout ça pour dire que, pour revenir à la communication non violente, je serai d'autant plus capable d'être dans une communication non violente si je suis solide sur la paix que j'ai vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de ma position, des risques que je prends, etc. Si j'ai peur, il y a des gens qui sont très forts. Malgré la peur, ils sont capables de surmonter. Peut-être que c'était le cas de Gandhi ou autre. Mais la personne normale, quand elle a peur, elle n'est plus tout à fait à l'écoute de l'autre. Ah, puis, un auteur que j'aime beaucoup, c'est donc Carl Rogers. Et Carl Rogers, pourquoi j'aime beaucoup? Parce qu'il a travaillé sur c'est quoi les conditions, le développement humain. Et après, on viendra sur les conditions de la relation d'aide. Donc, moi, quand j'ai découvert ça, alors je vous conseille vraiment, avec beaucoup d'intensité et d'affection pour vous, de lire ce bouquin, Le développement de la personne, qui est un livre très accessible, qui n'est pas un livre théorique, où Rogers dit je, il parle en première personne, il pose des questions et il développe une philosophie qui est discutable, mais qui est la sienne, dans laquelle moi je me suis reconnu, mais on n'est pas obligé. Hein. On peut décider que c'est du pipeau ou pas. Sachez quand même que dans le milieu de la communication, on estime que l'approche de Rogers, elle est incontournable, c'est-à-dire qu'elle n'est peut-être pas suffisante, mais elle est incontournable. Que nous dit Rogers? On revient sur du rousseauisme, il dit, ben voilà, l'homme au fond, si on laisse tranquille, eh ben, il ne demande qu'à être bien. Il demande qu'à être bien et à développer son identité, à se développer. Un enfant, par exemple, eh ben, il va grandir. Il va vouloir faire des choses de plus en plus liées, etc. La dynamique de la personne, c'est d'aller de plus en plus vers l'autonomie. Et aussi, là aussi, c'est discutable, mais Rogers pense aussi que la dynamique de la personne, c'est aussi d'être en relation, d'être social. Et donc, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. C'est-à-dire, si vous enfermez quelqu'un seul, il va vite avoir des problèmes psychiques. Parce qu'il y a un enrichissement mutuel, et ça, c'est vraiment des postulats, c'est-à-dire que ça ne se prouve pas, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Si on adhère, on peut le tester, et parfois on se dit, mais oui, là pour le coup, ça ne marche pas. Mais si on n'adhère pas, eh bien, on n'adhère pas. Le postulat, c'est que moi, si je vous déroule ma parole et que personne ne me dit rien, ce soir, j'aurai eu le plaisir de vous dire quelque chose, mais je n'aurai rien appris de vous. Alors que si vous dites des choses, je vais m'enrichir de l'échange, et donc l'échange est toujours plus riche que la parole unique. Et donc, s'il nous dit que l'homme est positif, c'est-à-dire que globalement, personne n'a envie de faire du mal aux autres. Si je vais bien, ben, j'ai envie que tout le monde soit bien, etc. Et qu'au fond, lorsqu'il y a des éléments négatifs, c'est parce que je n'ai pas eu le courage, le cran, la sécurité d'aller vers des éléments positifs. L'homme est autodirectionnel, c'est-à-dire qu'il réagit en fonction du contexte, mais aussi par rapport à sa dynamique qui le pousse à la tendance actualisante, donc pour être de plus en plus autonome et unique au sens de
moi je suis unique, chacun d'entre nous est unique et la rencontre qui est la nôtre aujourd'hui est unique. Donc, si on en tire profit, on va s'en enrichir beaucoup plus que si c'est toujours la même. Donc, le bouquin de Rogers, le livre de Václavic sur la gauche, qui est un livre très rigolo sur la relation. Alors, je vous donne beaucoup de choses, hein, vous en prendrez ce que vous voudrez, qui est épuisé, mais peut-être vous pourrez retrouver sur Internet ou dans des bibliothèques, où il explicite un peu tous les éléments d'approche systémique sur la relation. Je vous ai mis le livre de Système 1, Système 2 pour que, encore une fois, pour ceux qui veulent, pour essayer de comprendre que dans notre tête, il y a des choses qui sont réfléchies et des choses qui sont réactives, que le plus souvent, on est plus réactif que calculateur. Quand je traverse la rue, je ne fais pas des calculs sur la vitesse de la voiture, ma vitesse à moi, etc., la luminosité, etc. Je fais un travail réactif et que donc, il y a simultanément la capacité réfléchie, structurée et la capacité globale qui permet de vivre sa vie. Et les décisions absurdes, c'est très intéressant aussi parce que Christian Morel s'est intéressé à qu'est-ce qui pousse des gens intelligents, nombreux, qui veulent bien faire, à faire des efforts répétés, structurés et réitérés pour obtenir l'opposé de ce qu'ils veulent faire. En gros, il s'est intéressé au dysfonctionnement de la communication, dysfonctionnement honnête, mais souvent dramatiques, qui peuvent conduire à des drames, comme des chutes d'avion, etc. Donc, vraiment, si ça vous tente, voilà, moi, je vous aurais partagé ces livres qui m'ont appris. Alors, donc, des situations, vous en avez évoqué, on est plus en médecine, dans les soins, donc ça me va bien, l'agressivité, savoir dire non, ne pas trop souffrir des refus ou des inobservances. Et dans la vie, bien sûr, on peut se disputer, on peut être agressé aussi, on peut être frustré. Donc, en tout cas, dans ce que vous avez dit, on est bien en phase sur les situations qu'on va travailler. L'intérêt, c'est pour ça que travailler la communication non violente, c'est intéressant pour notre travail. Alors, mieux communiquer, ça part du postulat que je peux agir. Ce n'est pas quelque chose qui est donné, ce n'est pas une fatalité. Je peux le travailler et je peux influer sur l'échange, dans un échange avec quelqu'un en cas de tension, mais aussi, et là aussi, je n'ai pas mis le bouquin de Michael Balint dont j'ai parlé, qui s'appelle « Le médecin, son malade et la maladie ». Balint te dit, finalement, de la façon qu'a le médecin de communiquer avec son patient dépend aussi l'évolution de la maladie du patient, ce qui n'est pas évident à comprendre, mais si on comprend que de la chimie peut modifier une évolution de maladie, peut-être aussi, peut-être que ça peut sembler un peu ésotérique, mais que la relation, la façon de travailler du médecin, du soignant, peut soit aggraver les choses, c'est-à-dire organiser quelque chose qui n'a pas besoin de l'être, soit l'améliorer, aider quelqu'un à ne pas s'ancrer dans une maladie ou alors à mieux la supporter. Le principe, et là aussi j'y reviendrai à plusieurs reprises, c'est qu'on a toujours intérêt à s'affirmer et à ce que l'autre le fasse, sauf bien sûr si on est en danger. Si on est en danger, le mieux encore, c'est aussi pas mal de rappeler, on a plus intérêt. D'abord, il faut se protéger et on peut s'enfuir. Donc, au fond, la question, je reviens, c'est qu'il y a des éléments à travailler, mais que par-delà les éléments à travailler, avant même les éléments à travailler, c'est la question du point de vue. Par exemple, j'ai trop de travail. J'arrive plus à tout faire, entre les temps de réunion, répondre aux maîtres, traiter les points urgents, etc. Je ressens de la frustration, je commence à ressentir vraiment de la fatigue. Alors, peut-être, alors, mais si vous le faites très rapidement, ça peut être sympathique. Je vous propose d'écrire sur le chat qu'est-ce que vous répondez à votre collaborateur. Les options, hein. Faites-moi des propositions de réponse. Comment puis-je t'aider? Merci, c'est super. Après, d'autres options. C'est-à-dire, au fil des axes, il y a-t-il des axes? D'accord. Donc, super. Donc là, vous êtes dans l'aide, hein, dans l'aide, le soutien. Hein. C'est-à-dire que je comprends en effet que cela, ça va être difficile. Lui proposer de faire une sortie, pas mal. Allez, quels sont tes besoins? S'évader, lâcher prise. Super. Écoutez, merci. Donc après, vous pouvez continuer.
Alors, cette situation, je vais vous proposer des réponses pour vous dérouler aussi une approche qui permet de cadrer, mais vous l'avez bien compris, hein, vous allez voir. Alors, tu passes trop de temps en réunion, ça c'est une réponse. Tu as le sentiment d'être surchargé, c'est peut-être que tu planifies pas. Combien de temps est-ce que tu passes en réunion? À quelle heure tu arrives le matin? Comment tu t'es dit, comme vous l'avez dit, fais-toi un planning de voir ce que tu peux faire. Et donc, ces six, alors bien sûr, il y a d'autres modes de réponse, mais ces 6 modes de réponse définissent ce qu'on appelle les attitudes de porteur. C'est-à-dire, déjà, le 4, je vais faire ça pour vous aider, c'est du soutien. Le 5, voilà ce que vous devriez faire. C'est un mode de positionnement. Après, je peux chercher à trouver qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est pas. Donc, je pose des questions. Je peux aussi dire ce que tu fais, c'est pas bien. Je peux aussi interpréter. Et je peux aussi être compréhensif en disant je comprends ce que vous m'avez dit et je suis là, sans forcément faire de propositions. Donc, ces attitudes de porteur, ça permet un peu de cadrer la façon de répondre à notamment une situation de ce type-là. Je reviens sur Rogers, qui s'est demandé comment on peut aider les autres. Le postulat de Rogers, c'est qu'on peut aider personne, que les gens ne s'aident qu'eux-mêmes, et que si je veux aider quelqu'un, il faut l'aider à s'aider lui-même. Et donc, il a développé toute une approche qu'on appelle l'approche centrée sur la personne ou le client. Le client au sens de celui qui me paye et qui est libre, et non pas dépendant de ma position. Et s'appuyant aussi sur quelques postulats, c'est que l'expérience d'un autre ne saurait me servir de guide. Et là, on rejoint sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque je m'affirme pleinement que je suis capable de changer. C'est-à-dire, si je fais des efforts pour changer sans m'affirmer, j'ai de bonnes chances de ne pas y arriver. Mais le principe de Rogers, c'est que je dois être centré sur l'autre avec une position de bienveillance et d'enrichissement mutuel. Donc, l'important, c'est l'autre, ce n'est pas moi. Mais je dois travailler sur moi pour ne pas prendre la place. Donc, il y a une position de présence, de confiance en l'autre et d'être capable d'influer à l'autre une confiance pour moi, de m'affirmer, mais de manière rétractée, c'est-à-dire je suis là, mais on parle de toi et pas de moi, et d'être capable de m'enrichir de ce que dit l'autre sans le juger. En gros, il nous dit que si je veux être empathique, on sait tout ce que c'est que l'empathie, la capacité à comprendre l'autre, je ne peux pas être empathique si je suis en position de jugement de l'autre. Et de la même façon, je ne peux pas ne pas juger l'autre si je ne suis pas à ma place de personne décalée, non impliquée. Paradoxalement, si je veux aider quelqu'un de manière professionnelle, il faut que je sois détaché et de cette personne et de ses positions qui ne l'engagent qu'elle, et que j'ai la sensation que ce que fait, dit ou propose la personne est ce qu'elle a de mieux à proposer, et que si je la laisse aller au bout de son raisonnement, elle va revenir sur quelque chose de positif. Mais ça peut prendre du temps. Donc, je sois capable d'assumer des périodes un peu difficiles. C'est sûr que si mon gamin veut traverser la rue et que c'est dangereux, je ne serai pas en position rogerienne. Je lui tiendrai la main, je ne le laisserai pas faire. Mais si je suis avec un patient dont je me dis, on est en train de vivre une dynamique qui va lui permettre, lui, de s'affirmer en allant au bout de ses problématiques, alors je suis prêt à le faire parce que c'est un passage difficile, mais qui peut être intéressant. La CNV, et là aussi, c'est aussi, quand on vous dit voilà ce qu'il faut faire, ce n'est pas si simple. Parce que, d'abord, quand je suis en relation, je ne suis pas tout seul. Ce n'est pas moi qui décide, je fais ça, et puis après je fais ça, et après je ferai ça. Je réagis à une relation. On a dit tout à l'heure la capacité à dépendre, de tenir compte de la relation, mais m'appuyer sur mes valeurs à moi plutôt que sur ce qui m'apporte la situation. Donc, le premier mouvement, c'est la capacité de m'arrêter, d'écouter la situation et l'autre, et d'essayer de me maîtriser. J'allais dire de me mépriser. Ne pas me mépriser, mais me maîtriser pour pouvoir arriver à comprendre ce que veut l'autre et ce que je veux moi et ce dont j'ai besoin moi. Et on va arriver sur la CNV, vous verrez, il y a quelques principes très simples. Donc, ce n'est pas si simple,
de prendre du recul par rapport à une situation, surtout s'il y a de la tension et qu'on est impliqué dedans. Donc, il y a des recettes, donc il faut prendre du recul, prendre le temps, et pour ce faire, c'est vrai que ça se travaille. On peut travailler tout seul, parce qu'au moins on est tranquille, avec tous les exercices que vous verrez. On peut le faire entre amis ou avec quelqu'un qu'on aime bien pour s'entraîner, et on parle beaucoup d'écoute active, on ne va pas en parler ici, de reformulation, mais c'est extrêmement riche. S'entraîner à plusieurs, on dit on va prendre une situation de désaccord et on va essayer de voir comment la gérer, ou dans la vie personnelle. Tout ça pour aiguiser sa vigilance après les situations. Donc déjà, on peut travailler de manière artificielle, mais on peut aussi travailler les situations réelles. On a tous dans nos vies des moments où on n'est pas content, en désaccord, frustré, etc. Dans ces situations réelles, je peux essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai réagi et comment j'aurais pu faire mieux. Et après, si j'arrive à aiguiser cette capacité à être présent pleinement et en même temps me voir être présent, ce qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire réfléchir sur le reflet que je porte à une situation dans laquelle je suis impliqué. Si je m'entraîne à faire ça après l'action, je peux aussi aiguiser ma capacité à le faire pendant l'action. C'est ça qu'on appelle la réflexivité, et c'est à ça qu'on forme nos internes de médecine générale. C'est-à-dire, je suis dans une situation donnée avec un patient qui m'énerve ou qui me menace, qu'est-ce que je suis en train de ressentir, quels sont les enjeux, comment je vais réagir pour essayer de m'en sortir, etc. etc. Ce n'est pas simple, hein, c'est vraiment un gros boulot. Alors, la CNV, alors ça, c'est des trucs, encore une fois, c'est très explicite. Il parle beaucoup de girafe et chacal. C'est mignon, pourquoi pas? Je vous le propose parce que c'est sympathique. Alors, vous avez la gentille girafe et le méchant chacal. Donc, en gros, l'intérêt, ce n'est pas d'apprendre ça par cœur, mais c'est de comprendre qu'il y a du choix, que tout va bien, on est en hauteur, on est tranquille. On peut observer, exprimer des choses, on assume ses sentiments et ses besoins. On est capable de faire des demandes et on est capable d'écouter l'autre. Alors que le chacal qui est en position, rappelez-vous les trucs de Maslow, quoi, la pyramide des besoins des Maslow, ben, il a faim. Il a l'impression que s'il ne mange pas tout de suite, il va mourir. Donc il agresse, il exige. Il n'a pas le temps d'écouter les autres. Pour écouter les autres, il faut que je sois à l'aise avec moi-même, que je ne me sente pas trop menacé. Si je suis menacé et que j'arrive à écouter les autres, je suis vraiment un mec bien, ou alors inconscient, et peut-être que je vais le payer. Donc, il vaut mieux quand même de se protéger quand même. Donc, les fondamentaux, c'est quoi? On commence par soi-même, comme on disait sur la relation d'aide de Rogers. Déjà, je suis bienveillant avec moi-même. Je travaille ma capacité, mais je ne me juge pas. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à faire quelque chose, j'essaye de comprendre pourquoi je n'y arrive pas. Et puis, cette notion de message-jeu. On a toujours intérêt à dire des messages-jeu, même en position de tension, parce que si je dis tu à quelqu'un et qu'il n'est pas d'accord, c'est sûr que là, je vais l'énerver encore plus. Alors que si je dis je suis inquiet, fatigué, frustré de ce que tu me dis, ça n'engage que moi, il va me pardonner. On fait de même avec les autres, et mieux je les écoute, mieux ils m'écouteront. Si je suis capable d'inciter chez eux la capacité à m'écouter. Si vous avez quelqu'un d'agressif qui vous fonce dessus, il faut l'éviter, le maîtriser et peut-être après essayer d'avoir une communication non violente. Voilà. Donc, être bienveillance avec nous-mêmes, se rappeler qu'on est tous des gens bien et l'autre aussi, nous pardonner si on n'est pas parfait, savoir qu'on a des besoins et savoir qu'il faut prendre un peu les choses de manière un peu décalée, non pas au sérieux, mais savoir que c'est un peu comme un jeu. Un jeu, c'est très sérieux, mais ce n'est pas dramatique. S'efforcer de voir dans une situation donnée quels sont mes besoins, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens et quels sont mes besoins. Et une fois que j'ai été capable de dissocier ce que je ressens et ce que je pense, penser c'est plus facile que ressentir. Si je suis capable d'accéder à ce que je ressens, d'observer ce que je ressens sans le juger, peut-être qu'après je vais dire mon besoin c'est ça, ça, ou c'est de fuir, ou c'est de crier. Et pour le coup, je n'ai pas réussi l'échange de la communication non-violence, mais ça sera pour une autre fois. Donc, essayez d'exprimer de manière positive, précise, concrète, en disant « voilà ce dont j'ai besoin ».
éviter de se cacher, comparer, juger, mélanger, s'obliger. Il ne faut pas se comparer, on est tous des… Donc, éviter les je dois, les il faut. Reconnaître ses propres sentiments. Ne pas avoir peur de sa vulnérabilité. Lorsque vous exprimez à quelqu'un que vous êtes vulnérable, c'est souvent très, très bien ressenti par l'autre. Ne pas vouloir juger l'autre, mais savoir ce qui est important pour moi sans vouloir l'imposer à l'autre, parce que moraliser, c'est une bonne façon d'énerver l'autre. C'est ça que tu devrais, parce que c'est culpabiliser. Par exemple, je suis nul aux échecs. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je ne suis pas mécontent et je pense que les gens vont pas bien me juger. Ce n'est pas exactement la même chose d'observer mon incompétence, le sentiment généré par mon incompétence et ce que je suppose que les autres vont penser de moi. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je vois, j'imagine que l'autre, et je sens que voilà ce que ça me fait. Donc, déjà, travailler ces niveaux logiques, c'est pas mal. Si on n'est pas d'accord, eh ben, effectivement, ça arrive, c'est le propos de la CNV. Il vaut mieux exprimer des demandes plutôt que des exigences, en sachant que si on n'obtient pas, bah, ce n'est pas grave, mais par contre, on aura peut-être réussi à établir une relation qui va permettre d'obtenir la prochaine fois ou de renoncer parce que l'autre, il a aussi ses exigences. Et puis voir aussi comment je réagis quand l'autre a refusé de me donner ce que je voulais ou de faire ce que je voulais qu'il fasse. Face à un message difficile, je peux me sentir fautif, je peux dire c'est à cause de l'autre. Je peux essayer de comprendre pourquoi l'autre me met en difficulté, mais je peux aussi savoir pourquoi, qu'est-ce que je ressens moi et quels sont mes besoins. Donc vous voyez ce passage alternatif entre moi et l'autre, et c'est très important de voir qu'est-ce que je ressens moi d'abord. Si j'ai de la colère, eh ben, c'est que j'ai un besoin insatisfait. Alors là aussi, c'est des trucs un peu des recettes. Je respire, je vois les jugements, pourquoi je suis en colère. J'essaie de traduire les jugements en un besoin insatisfait, exprimer mes sentiments. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin, comment je peux l'exprimer. On peut offrir l'empathie à tout le monde, même quelqu'un qui me menace. Souvent, enfin, j'espère que ça ne nous arrive pas trop souvent et que ça ne va pas nous arriver, mais si j'ai quelqu'un qui me menace et que je suis capable d'établir un embryon de relation avec cette personne qui me menace et que la personne voit que je la comprends, peut-être que je peux sauver ma vie. Je ne dis pas que c'est facile, mais voilà, c'est une option. Je peux aussi comprendre quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, quelqu'un qui ne me demande pas, qui ne me donne pas ce que je veux, ou mon chef. C'est mon chef, il est agressif, il me met au placard, etc. Mais il a ses critères et ça ne veut pas dire que je lui pardonne. Ça veut dire que je comprends et par rapport à ça, j'essaie de voir comment moi je peux exprimer mon besoin qui est de ne pas être au placard, etc. Voilà. Alors, on va faire très vite parce que là, le temps passe. Donc, je vais vous proposer des exercices qu'on ne va peut-être pas faire. Par exemple, je me sens très déprimé. Allez-y, sur le chat. Qu'est-ce que vous répondez? Il y a un patient qui vous dit « Je suis très déprimé. Je vois aucune raison de continuer à vivre. » Allez-y rapide pour qu'on puisse voir qu'est-ce que vous proposez dans la conversation. On a déjà une réponse. Cela doit Oui. être difficile. Pouvez-vous développer? Allez-y, d'autres, vous pouvez préciser, d'accord? Donc là, on essaie de préciser. Expliquez-moi. Allez, d'autres propositions? Bon, on fait, c'est juste réactif, là, on ne réfléchit pas. Avez-vous pensé à mettre fin à vos jours? Ça fait longtemps, bravo. Une ou deux, allez. C'est pas si fréquent, mais on a ça, quoi. Depuis combien de temps? Vous voyez, on retrouve un peu les façons de fonctionner. Alors, bien sûr, donc tout ça est bien et pertinent. Ce que je vous propose, c'est de voir la suite de l'exercice. C'est dans toutes les réponses qui ont été développées ici, si vous étiez le patient, est-ce que vous auriez l'impression que les réponses sont un accusé de réception, qu'on a bien entendu ce que vous vouliez dire? Ne portez pas de jugement, mais posez-vous les questions par rapport aux réponses que vous avez mises. Comment le patient va recevoir ce que j'ai dit? Est-ce que le patient va comprendre que je me suis efforcé de comprendre ce qu'il voulait dire? Globalement, oui, mais ça peut être intéressant à travailler. Je comprends, y a-t-il une raison, etc. Donc, en gros, même dans une situation de détresse,
L'important, c'est d'établir du lien d'aide avec quelqu'un pour lui montrer qu'on est présent et on veut l'aider sans forcément amener une solution. On revient sur des choses de porteur. Merci, hein, en tout cas, c'est très bien. On va continuer. Si vous êtes en désaccord, alors on ne va pas le faire, bien sûr, mais vous pourrez y réfléchir. Donc, on a évoqué au tout début des situations. Vous pourrez en trouver d'autres. Soit vous avez dit non, soit on vous a dit non, soit on n'a pas fait, vous êtes senti agressé. Et donc, vous essayez de vous remémorer la situation comme un exercice, hein, tout seul. Et après, vous allez essayer de la décrire en essayant de voir c'était quoi les désaccords et comment ils se sont exprimés. On ne va pas le faire ici, mais c'est un exercice que je vous propose pour la route pour que vous puissiez un petit peu travailler sur des situations que vous avez vécues, vous, réelles, et que vous pouvez revisiter tranquillement après coup, avec un regard bien sûr plus aiguisé et toujours bienveillant, en disant si j'ai fait quelque chose, ce n'est pas de juger, mais essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé et de tirer enseignement. Et après, essayer à partir de ça, de dire qu'est-ce que je pourrais faire pour exprimer mon besoin. On a presque fini. Alors là aussi, vous avez ce bonhomme OSBD, que vous trouverez aussi sur Internet, qui reprend les 4 notions qui sont l'observation, les sentiments et les émotions, les besoins et les demandes, en sachant que OSBD, c'est pour les deux. Donc, comment ça passe de l'un à l'autre? Mais retenez, j'observe, qu'est-ce que je ressens, c'est quoi mes besoins, comment je peux demander en dissociant d'exigence. Donc, si vous avez envie, vous pourrez travailler ça. On a presque fini. Et pour la route, alors là, c'est plus complexe. Je dis pour la route parce que c'est vraiment plus complexe. C'est l'idée d'essayer de comprendre quelles sont les choses qu'on fait parce qu'on est obligé, pas parce qu'on a envie. Et donc, de s'entraîner à dire, je fais quelque chose parce que je suis obligé ou parce que je ne vis pas comme un jeu. Je choisis deux et je choisis deux parce que je. En gros, je choisis, là, je suis content d'être avec vous, mais je pourrais dire que je choisis de rester avec vous à l'écran parce que j'ai envie d'explorer avec vous une méthode et j'ai envie de vous passer quelque chose d'intéressant. Ou alors, je choisis d'obéir au flic qui me met un PV parce que je ne veux pas être embêté sur la suite et j'ai autre chose à faire que de passer mon temps. Ou je choisis de m'enfuir ou de me plier à la demande d'un patient agressif parce que je ne veux pas me faire frapper et que pour l'instant, le plus urgent, c'est ça, etc. Voilà, mes amis, pour notre travail et il est 24. Donc, je vous propose, si vous avez quelques questions, de les poser sur le chat. Voilà, j'espère que vous avez un peu, excusez-moi pour ma toux, qui ne passe pas d'ailleurs. S'il y a quelqu'un qui peut me donner un conseil technique, je veux bien. Mais ceci dit, je ne sais pas si… Alors, si vous avez des questions, ça m'intéresse. Et si certains d'entre vous veulent mettre sur le chat ce qu'ils retiennent, ça m'intéresse aussi. Pour tout le monde. Je vais arrêter le partage. Voilà. Bravo. Alors, peut-être que tout le monde pourrait se mettre à l'écran pour qu'on se voit. Donc, personne, bon, il y en a qui est bon. Je vois Sophie, Ségolène, Sylvie, Fatima, Marie-Ké, Vanessa, Jules. Bon, alors, le chat, est-ce que vous avez des trucs à dire? Merci, et Karima. C'est sympa de se voir à l'écran, non? C'est rigolo, hein, je ne sais pas si c'est une communication non violente, la visio, mais c'est une communication quand même modifiée. Hein. Mais il y a quelques éléments intéressants. L'accusé de réception. Alors, faites-moi un accusé de réception, soyez gentil. Dites-moi un truc, quoi. Là, on va arrêter dans quelques minutes. Sachez qu'on peut faire d'autres choses, qu'avec NES, on organise une formation sur l'erreur médicale et que donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez vous inscrire. Alors, la réflexivité a été théorisée quand? Au cours de mon internat. Vous êtes, Ségolène, vous êtes médecin généraliste? C'est très à la mode dans les départements de médecine générale. Si vous voulez, je vous enverrai des articles, mais c'est très, très important. C'est devenu incontournable. Bravo, oui. Oui, Oui, merci, Ségolène. Oui.
Allez-y, dites 2 mots, oui. Je suis étonnée de retrouver ce concept que moi je connais par cœur puisque je suis aussi enseignante en département de médecine générale. Je suis étonnée de le retrouver ici en fait, je m'y attendais pas parce que c'est vraiment, et alors que je trouve que c'est effectivement un outil très intéressant, bien au-delà de l'exercice de la consultation et de la téléconsultation. Mais voilà, je me demandais comment, si vous saviez quand ce concept avait été, moi j'avais l'impression qu'il avait été théorisé dans les DMG, mais en fait je vois que c'est plus large. Il a été théorisé dans les DMG à partir de la théorie dite constructiviste, à partir des travaux de Schoen et Argyris, qui dit qu'il y a une compétence d'action, c'est-à-dire que la compétence théorique, elle est différente de la compétence du savoir pratique, du sportif, du musicien ou du soignant, et que le soignant fait partie des soins qu'il prodigue, et que donc d'apprendre à, comme je disais, réfléchir sur le reflet, c'est un moyen d'être plus performant. Et là, on rejoint Balint qui dit que le remède le plus souvent utilisé en médecine générale, c'est le médecin lui-même. Et que donc, il faut travailler les effets indésirables, les contre-indications et les posologies de ce remède médecin. Donc, pour ce faire, il faut travailler le remède médecin. Pour travailler le remède médecin, il faut être réflexif. D'autres interventions rapides? Je ne sais pas s'il va vous en rester quelque chose, mais si vous retenez réflexivité, si vous retenez affirmation, si vous retenez, comment dire, humilité aussi, j'ai envie de dire, humilité, on fait ce qu'on peut, eh bien déjà, ce sera pas mal. Après, vous pouvez développer telle ou telle approche, mais chacun fait en fonction de ses besoins. Je vous dis, moi, ça m'a apporté ça, mais c'est des sensibilités, mais les principes fondamentaux, c'est quand même l'humanisme. Hein. Carl Rogers, c'est quand même un des psychologues humanistes existentiels, quoi. Après, encore une fois, ça se discute. Hein. On n'est pas obligé d'adhérer à ce truc-là. Bon. Eh bien, merci, un incontournable. Ce qui m'ennuie, c'est si vous restez comme ça silencieux, c'est que je n'ai pas rempli ma fonction, quoi, parce que non, professeur, il y avait même écrit que c'était un peu même trop court. Bon. Mais on ne va pas donner la parole aux gens en leur disant « vas-y, parle ». Vous ne parlerez que si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous avez des choses à dire, qu'on va pouvoir discuter, que ça vient d'un désir de partager. Et donc, pour l'instant, vous êtes peut-être un peu groggy avec tout ce que je vous ai mis. Mais oui, effectivement, c'est un peu court. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez un peu senti un peu ce qui me porte. Moi, je suis un passionné. Hein. Je tousse certainement, mais je suis un passionné. Et je trouve que les soignants, c'est des gens bien, quoi. Voilà. Je vous donne le mot de la fin. Terminer. Oui, Vanessa, on vous laisse terminer. Oui, déjà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, je vais mettre dans le chat voilà, notre adresse mail si, si vous souhaitez le replay donc déjà de ce webinaire pour le réécouter. Si vous avez des thèmes qui vous intéressent, éventuellement nous les proposer. Voilà, également aussi se préinscrire pour la formation du professeur Galam sur les erreurs médicales également. Je vous mets tout ça dans le chat. Je vous mets mon numéro également, voilà, si vous avez besoin d'être guidé ou des questions concrètes. Donc voilà, je vous mets ça dans le chat et je vous remercie vraiment de votre attention et merci beaucoup, professeur Galam, c'est toujours passionnant. Bonne soirée, au revoir à tous. Bonne soirée à tous, merci. Bonne route. Merci, professeur, merci. Au revoir.